Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite masterclass sur la réalisation avec un max de bidouille, comme vous pouvez le voir. On va commencer direct. Ah oui, à un moment donné, en fait, ça va être en deux parties. La première partie, je vais parler du matos, et après, on va parler réel, et ce sera plus intéressant. Et à la fin du matos, on aura notre ami Karash, qui est l'ingé son du YouTube Game, on va dire. C'est-à-dire qu'il a fait toutes les vidéos du Studio Bagel, et toutes les vidéos avec Cyprien, enfin voilà. Pour ça, il va venir, il va être plus spécialiste que moi pour parler du son, parce que le son, vous allez voir que c'est limite plus important que l'image. Ok, eh bien on commence par le matos. Et pour moi, le plus important, c'est avant tout l'histoire. En général, on retient plus un scénario, une histoire, que comment c'est filmé, etc. C'est-à-dire qu'un bon scénario, mais mal réalisé, on va plus facilement le retenir que l'inverse. C'est-à-dire que si le scénario, si l'histoire elle est nulle, t'as beau faire des putains de mouvements, une belle lumière, des acteurs qui jouent de ouf, on retient que l'histoire. Maintenant, je vais vous parler de la technique de base. Le truc le plus important, c'est l'exposition. C'est en gros, en général, sur un appareil photo, sur les caméras, c'est pas vraiment, c'est ce petit indicateur. C'est-à-dire que plus vous montez vers le 2, plus vous allez avoir une image qu'on dit surexposée, et plus vous allez vers le négatif, et plus l'image est sombre, etc. En gros, c'est ça, voilà. Ça, c'est dégueulasse, c'est une image surexposée. Ça, c'est sous-exposé, on essaie d'avoir ça. L'exposition, c'est donc la quantité de lumière qui rentre dans la caméra. Et ça, c'est un truc qu'il faut faire sur le tournage, parce qu'une fois au montage, vous êtes battu. L'exposition, c'est en 3 points. Je vais essayer d'aller très vite pour éviter que ce soit trop chiant. En gros, une caméra, c'est comme ça. Ça, on va dire, superbe schéma, animé. Attention, on a bossé. Ça, c'est la lentille, l'objectif. Le diaph passe en premier, l'obturateur ensuite et le capteur. On commence par le diaph. Le diaph, en gros, c'est comme l'iris de l'œil. Je vous fais la démo. Voilà, donc à droite, c'est l'objectif. En gros, plus il y a de la lumière, plus l'œil se ferme. Donc quand on est en plein soleil, dehors, en plein été, on a notre iris qui se ferme. Et la nuit, notre iris s'ouvre. Voilà, ça c'est pour que vous visualisiez à peu près ce que c'est. Et en gros, ça permet donc de quantifier, enfin de réduire la quantité de lumière qui rentre. Donc ça c'est le diaph et pareil, là c'est l'iris. Donc plus ça se ferme, moins il y a de lumière. Ok, l'obturateur. Obturateur en général, le diaph on dit diaph, mais en général l'obturateur on dit shutter en vrai sur un tournage. Le shutter c'est, je vais vous montrer en vidéo, c'est plus simple. Voilà. Le shutter, c'est la vitesse de déclenchement au moment quand on prend une photo et quand on prend des vidéos. En gros, sur un appareil photo, c'est ce que vous venez de voir. On entend un petit déclic, c'est le déclenchement de l'appareil photo. Sur une caméra, s'il n'y a pas ce déclenchement, c'est directement le capteur qui le fait. Donc c'est la vitesse de déclenchement. Ça permet en fait de, plus ça va vite, moins il y a de la lumière qui rentre, et plus c'est lent, plus il y a de la lumière. Du coup, le petit piège avec ça, c'est que l'obturateur, donc le shutter, plus on le baisse, plus l'image est floue. Et plus on l'augmente, plus l'image est nette. Et vous allez voir en quoi c'est utile. Parce que du coup, plus ça va vite, plus on a des images nettes. Ça permet par exemple lors d'un match de foot, en général sur un match de foot, on tourne avec un shutter élevé. Parce que du coup, au ralenti, quand on fait pause sur image, on a notre image nette. Contrairement à ce genre d'effet, où là on a un obturateur faible, parce que de nuit, ça permet justement de capter beaucoup plus de lumière, mais du coup, les mouvements sont flous. Et alors, très utile le shutter, par exemple, si dans votre fiction, à un moment donné, vous avez prévu de... Ça, c'est moi. Si j'en suis arrivé là, c'est à cause d'une fille. Mais laissez-moi voir. Voilà, si à un moment donné, dans votre fiction, vous avez prévu de faire une pause sur image avec ce cliché de « ça, c'est moi », pensez à avoir un shutter élevé, parce que sinon, au montage, au moment où vous allez faire pause, votre image sera complètement floue et c'est couillon. Le troisième et dernier truc qui permet de gérer l'exposition, en général, on fait d'abord le diaph, ensuite le shutter, et les ISO, c'est en dernier parce que les ISO, c'est la sensibilité du capteur. Et vu que c'est électronique, c'est moins mécanique, vous allez voir que, c'est la troisième partie, en gros, plus on est, c'est quand on a mis le diaph au plus bas et qu'on a mis le shutter au plus bas et que l'image est toujours sombre, on va toucher sur les ISO. Mais on essaie de ne pas trop le faire parce que plus on augmente, comme c'est électronique, plus on augmente, plus on a ce qu'on appelle du bruit à l'image. Les objectifs. Alors, pour le coup, les objectifs, c'est beaucoup plus important de la caméra. Et ce qui est bien avec les objectifs, c'est que ça ne périme pas avec le temps. C'est-à-dire que les caméras, en général, au bout de 2-3 ans, il y a des nouvelles caméras qui sortent, des nouveaux formats, le 4K, le 8K, etc. Pour le coup, les objectifs, ce qui est bien, c'est que ça peut durer 10-20 ans. C'est une technologie qui ne va pas trop changer a priori, puisque les montures ne changent pas. Un objectif, alors il y a plusieurs façons de choisir son objectif. Moi, je vais juste vous en donner deux. Il y a aussi le piqué, il y a plein de trucs. Moi, les deux paramètres principaux quand on débute, je vais dire que c'est la focale, et je vous explique juste après ce qu'est la focale, et l'ouverture maximum qui est le diaph. La focale, en gros, c'est la distance entre ce qu'on appelle le centre optique, donc c'est la lentille au milieu de l'objectif, et le capteur.
plus la focale est courte, donc on dit courte focale, plus l'image est grand angle, parce que du coup, là il n'y a pas l'animation, vous avez compris l'idée, plus la focale est longue, et donc on dit longue focale, plus on est zoomé. Et du coup, donc là on est sur de la courte focale par exemple, on va dire qu'entre 10 et 35 on est en grand angle, entre 35 et 70 on est en vision normale, 50 mm on considère que c'est la vision normale de nos yeux. Et au-dessus on va dire que c'est un téléobjectif, c'est pour zoomer. Donc il y a 3 types d'objectifs. En général quand on débute on commence par les zooms parce que ce sont les objectifs les moins chers et les plus pratiques. Les fixes c'est pratique parce que ça nous permet d'avoir des objectifs avec des diaphes beaucoup plus bas. En général, les zooms, le diaph descend au minimum à 2,8, mais pas plus bas. Et là, ça peut aller jusqu'à 1,2. Les objectifs AFS, je vais vous montrer après ce que ça donne. On a donc le fisheye qui permet, c'est un grand angle, c'est une courte focale de ouf. La macro, c'est pour les très serrés. Et le tilt shift qui est aussi des optiques à décentrement, c'est en gros, on déplace la lentille par rapport à son centre optique. Enfin, il y a tout un truc qui permet en fait d'avoir une zone floue et une zone nette. Ça permet par exemple quand on filme une ville de haut d'avoir une zone floue, une zone nette et ça donne un côté un peu comme si c'était une ville miniature. La bidouille du diaph, donc on en a parlé, le diaph ça permet de gérer l'exposition, donc la quantité de lumière qui rentre. Un autre détail avec le diaph, c'est qu'en fait plus il est fermé, c'est aussi avec notre iris, c'est-à-dire qu'en plein jour, vu que l'iris est fermé, tout est net, l'horizon est net. Mais de nuit, comme notre iris est ouvert, les choses peuvent être plus facilement floues. C'est la même chose sur un objectif. Dès qu'on est sur un diaph qui est fermé, donc autour de f16, f22, on a je vais vous montrer après, une profondeur de champ qui est très élevée, donc tout est net. Et plus on baisse, plus on se rapproche des 2,8, plus on a un fond qui est flou. C'est ça qui est intéressant, notamment avec les focales fixes, c'est que du coup, là par exemple, on est à 2,8, mais avec les focales fixes, on peut aller jusqu'à 1,4, donc le flou est encore plus flou. Ce qui permet d'avoir ce rendu un peu cinéma que tout le monde veut avoir. Et on va parler de lumière. En gros, une balance des blancs dégueulasse, c'est ça. Et une bonne balance des blancs, c'est ça. Une bonne balance des blancs, c'est quand on a une image qui est assez neutre, avec un blanc qui est blanc. Parce que du coup, en fait, notre œil, il fait automatiquement la balance des blancs. Parce qu'on voit tout dans les bonnes couleurs. Mais la caméra, il faut lui expliquer, il faut lui dire dans quelle température de couleur on est. Et je vais vous expliquer ce qu'est une température de couleur. Ça permet d'avoir un bon blanc et du coup, toutes les autres couleurs suivent. Voilà, par exemple, une bougie, on parle en température de couleur, c'est en Kelvin. C'est-à-dire qu'on dit que la teinte du blanc, on la quantifie en Kelvin. Et sur une caméra, en gros, quand on dit qu'on est à 3200 Kelvin, c'est qu'on a des lumières qui sont plus intérieures. Et 5600 Kelvin, c'est la lumière du jour. Et en fait, si vous ne faites pas ce réglage, vous allez vous retrouver avec des fausses teintes en post-prod, avec des images qui sont trop bleues, trop oranges, etc. Voilà, typiquement, la même scène avec des températures de couleurs différentes, ça donne ce genre de choses. Le profil d'image, en gros, maintenant, la plupart des caméras permettent de filmer avec ce qu'on appelle… en fait, vous avez des profils d'image sur vos caméras, genre neutres, contrastés, cinéma. C'est des profils qui donnent directement une image un peu cool, un peu cinéma. Et souvent, il y a une courbe qu'on appelle log ou flat qui permet d'avoir une image très… Alors, ça fait peur au tournage parce que c'est très désaturé, très décontrasté. Mais derrière, en fait, en post-prod, ça vous permet beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire de l'étalonnage. Et du coup, si vous avez par exemple une image qui est un peu trop cramée, un peu trop surexposée, on peut quand même la rattraper. En gros, si on a une image qui est déjà étalonnée, déjà contrastée et tout, c'est très difficile de rattraper les couleurs, de rattraper les contrastes. Si vous avez tourné en log, vous avez beaucoup plus d'infos. Mais ça, c'est, on va dire, c'est la step après, c'est quand vous commencez à faire de l'étalonnage. Diffusez votre lumière, et après on parlera du son. Le plus important, en fait, il y a deux façons d'éclairer. Il y a la lumière qu'on dit brute, c'est la lumière en direct, mais c'est pas très beau. Au cinéma, on essaie de pas trop l'utiliser parce que ça crée des ombres de ouf. Et il y a la lumière qui est diffusée. Là, par exemple, toutes les lumières sont diffusées. La lumière diffusée, ça permet d'avoir une lumière beaucoup plus soft, beaucoup plus agréable. Il y a plein de manières de le faire, je vais vous en donner 5. La première, mais là c'est sur les vieux projecteurs, donc là il y en a de moins en moins, mais c'est les projecteurs de type mandarine ou blonde. C'est des trucs qui sont derrière où il faut juste visser le petit tournevis, et en fait ça permet de diffuser la lumière. La deuxième technique, plus souvent utilisée, c'est on place ce qu'on appelle une gélatine de diffusion, c'est un petit calque devant, et ça permet de diffuser la lumière. Troisième technique, beaucoup utilisée pour les blogueuses mode, etc. C'est des softbox, c'est des lumières en fait avec directement un petit truc dessus qui permet de diffuser. L'autre technique, c'est un peu comme une gélatine de diffusion sur le projecteur, sauf que c'est un cadre de diffusion, donc c'est pas collé au projecteur, c'est juste à côté. Comment éclairer une scène? Alors, je vais essayer de vous expliquer comment on éclaire une scène de manière très simple.
La base en général, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle un contre. Là, par exemple, là, il y a des contres, c'est ce qui permet de dessiner la silhouette juste derrière nous. Ça nous fait ressortir sur l'arrière-plan, parce que sinon, il y a très peu de contraste. Quand on plisse les yeux, on ne le voit pas ressortir. Donc on utilise le contre. Ensuite, on utilise ce qu'on appelle la lumière principale, qui est la lumière la plus puissante qui arrive de ce côté-là. Donc ce qui est bien, c'est que là, du coup, ça dessine notre silhouette, donc on ressort de l'arrière-plan, on a une lumière face, donc c'est cool. Sauf que cette lumière-là, elle crée un contraste, parce que du coup, on n'a qu'une seule face qui est éclairée. Donc on utilise une lumière secondaire qui est moins forte que celle-ci et qui est souvent diffusée, qui permet d'équilibrer. Éclairer un fond vert, très important, parce que ça, on se fait souvent avoir. C'est exactement la même manière. Vous pouvez rajouter à la limite un contre ici si vous avez plus de budget, plus de projets, etc. parce que ça permet vraiment de dessiner une silhouette des deux côtés. Donc c'est exactement éclairage en 3 points et on va utiliser des lumières diffusées sur le fond vert. Diffusées parce que du coup, ça ne crée pas d'ombre, on a vraiment le vert éclairé de la même manière partout. Parce que sinon, si la lumière est brute, on va avoir une zone qui est ici très éclairée et autour, ça va être de moins en moins éclairé et ça va se ressentir après en post-prod. Le son. Je vais laisser notre ami Karash parler. Bonjour. Allez, vas-y, mets-toi là. Bonjour à tous. Voilà, comme vous l'avez compris, je vais vous parler moi de la partie son. Donc on va voir qu'avec quelques notions de base et un tout petit peu de matériel, on peut arriver à des trucs très très cool. Alors, la première notion que j'aimerais aborder, c'est la notion de dB, de décibels. Vous avez déjà dû entendre parler de ça. Alors comme en image, en fait, on a deux technologies en son, l'analogique et le numérique. Pour faire simple, on va dire que l'analogique, ça va être en fait toute la partie qu'il y avait avant les ordinateurs, et le numérique, c'est tout ce qui touche aux ordinateurs. Donc c'est deux technologies qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc on fait souvent le passage de l'une à l'autre avec des systèmes de conversion. Et voilà, donc pour ce qui est des dB, on va en voir 3. C'est les dB vus qu'on utilise en analogique, les dB FS, full scale, qui sont les dB numériques, c'est ces dB-là que vous avez dans vos logiciels, et les dB SPL, qui sont les dB acoustiques, qui vont nous servir en fait à mesurer tout le son qui nous entoure dans la vraie vie, quoi. Une autre notion, c'est la dynamique, donc qui est exprimée du coup en dB, c'est cool, on vient de les voir. La dynamique, c'est le niveau relatif entre les valeurs maximales et minimales. En gros, pour faire simple, c'est on va mesurer le niveau le moins fort et le son le plus fort, et ça va nous donner de la dynamique. On peut parler dynamique lorsqu'on parle d'un film, lorsqu'on parle d'un instrument de musique, lorsqu'on parle d'un morceau. Le meilleur exemple, je pense qu'on a tous déjà vécu, c'est lorsqu'on regarde un film sur un laptop, un ordinateur portable. On a une scène un petit peu intimiste avec des dialogues un peu chuchotés, et on va avoir tendance à monter le son, et la scène d'après, on a une explosion, et c'est beaucoup trop fort, donc on baisse le son, et on fait ça tout le film. Et en fait, c'est parce que, typiquement au cinéma, on part du principe qu'on va regarder le film dans des super conditions, que le public va être attentif, dans une salle de cinéma avec un système qui est fait pour, et du coup, on va pouvoir vraiment jouer sur la dynamique, parce qu'il n'y a rien de mieux pour vraiment faire ressortir une explosion, d'avoir un silence avant. C'est un petit trick comme ça. Une autre notion, ça va être les fréquences, ça va être tout simplement, qui sont donc exprimées en Hertz, ça va être simplement les sons graves et les sons aigus. Il faut savoir que notre oreille, elle entend entre 20 Hz et 20 kHz. 20 Hz étant le son le plus grave et 20 000 Hz le son le plus aigu. Tout ce qui est en dessous et tout ce qui est après, notre oreille ne l'entend pas. Et la dernière notion, ça va être la spatialisation. Ça va être créer l'illusion de la localisation d'un son. Donc là, je parle vraiment d'audiovisuel, je ne parle pas de musique, etc. La première question qu'on doit se poser, c'est dans quel format on va diffuser notre son. Donc les différents formats, on a le format mono, qui est même presque plus utilisé, parce que maintenant, même sur les smartphones, on a de la stéréo. La stéréo qui est donc 2 canaux avec gauche-droite, c'est le format le plus courant, on va dire, et le multicanal qui est vraiment réservé plus au cinéma, et ouais, vraiment au cinéma, quoi. Donc on a le 5.1 qui va être en fait la stéréo, mais on va rajouter aussi une enceinte au centre dans laquelle on va avoir que les voix, 2 enceintes à l'arrière et un caisson de basse qui va être le point 1. Et ensuite on a plein de déclinaisons, 7.1, 9.1. Pour ce qui est du matériel, donc pour un enregistrement, on va avoir besoin d'un enregistreur ou pas, on va voir pourquoi. D'un casque, c'est mieux, une perche avec un micro au bout, des HF et des micros d'ambiance. C'est pas indispensable, mais c'est plus sympa d'en avoir. Pour l'enregistreur, donc la première question que vous devez vous poser, vous avez 2 possibilités, enfin 3 même, c'est de savoir si vous voulez enregistrer directement sur votre caméra ou sur votre appareil photo, ou si vous voulez utiliser un enregistreur externe. L'avantage d'enregistrer directement le son sur la caméra, c'est que vous n'avez pas à avoir à faire la synchro en post-prod. Vous gagnez vraiment beaucoup de temps. Vous branchez vos micros sur votre appareil photo ou sur votre caméra et vous avez juste à lancer le rec, ça enregistre le son et l'image en même temps, c'est parfait. L'inconvénient, c'est que vous allez perdre vraiment en qualité. Le niveau des préamplis sur les caméras est forcément beaucoup moins bon que sur un enregistreur externe. La perche et les micros. Donc une perche, c'est fait en fibre de carbone en général pour que ce soit plus léger et plus manipulable. Ça peut faire de quelques centimètres à 7 mètres de long.
Donc ça peut être même voire plus, mais après on les met sur pied, etc. C'est plus particulier. La suspension, c'est en fait ce qui va vous servir d'intermédiaire entre la perche et le micro. Je crois que j'ai tout ça ici. Donc la perche qui est là. La suspension, en fait, c'est toute cette partie-là qui va servir en fait à absorber tous les bruits de mouvement des micros. Parce qu'en fait, c'est des micros très sensibles, on va en parler juste après, qu'on va utiliser en tournage, mais du coup, ils sont tellement sensibles que le moindre bruit de manipulation, ça va s'entendre. Pour ce qui est des micros, on a plusieurs types de micros. On va en parler que de deux aujourd'hui. Pour moi, c'est les deux principales. Les micros dynamiques et les micros électrostatiques. Les micros dynamiques, ce sont les micros qu'on utilise souvent en concert. C'est les micros qu'on voit un peu partout, vous savez, les micros des chanteurs ou des chanteuses. C'est des micros en fait, qui sont beaucoup moins sensibles que les micros électrostatiques et l'intérêt, ça va être d'isoler la voix au maximum. Les micros électrostatiques sont donc les micros, ça c'est un micro électrostatique, les micros ce qu'on appelle canon, qui sont beaucoup plus sensibles et qui vont nous permettre en fait, en étant plus loin, de capter la voix avec, plus correctement, quoi. Donc en tournage, nous, on va plus utiliser des micros ce qu'on appelle directifs, donc cardioïdes, et après on a plein de déclinaisons de la directivité cardioïde. Hypercardioïde ou supercardio qu'on appelle aussi micro-canon, qui ressemble à peu près à ça, c'est les micros assez longs et c'est ça qu'on va surtout utiliser en tournage. Pourquoi? Parce que du coup ils sont beaucoup plus directifs, donc ils vont pouvoir permettre d'isoler plus la voix. Les HF, donc le système HF qu'on appelle aussi micro-cravate, que j'ai juste là, micro-lavalier, un système HF est composé d'un émetteur, d'un récepteur et d'une capsule. J'en ai là aussi, je crois, je vais vous montrer. L'émetteur qu'on va mettre sur du coup le comédien. On va y brancher la capsule et la question va être de savoir si on veut cacher ou pas ce micro. Donc là, il est visible parce qu'on assume le micro. Et quand on va faire la fiction, le but forcément est de ne pas le voir. Donc on va voir un peu plus tard, mais il y a plusieurs moyens de cacher un micro sous les vêtements. Il y a plusieurs techniques. Ok, on va parler un peu de la synchro du son à l'image. Donc dans le cas où, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous utilisez un enregistreur externe qui n'est pas votre caméra, la technique la plus vieille et qui marche toujours, c'est la technique du clap. Clapper devant la caméra et au son. L'intérêt, en fait, je vais vous l'expliquer rapidement, c'est que en post-prod, lorsque vous allez mettre votre rush image et votre rush son sur votre timeline de logiciel de montage, vous allez prendre à l'image près le moment où mes deux mains se rejoignent. Au son, pareil, vous allez prendre à l'image près le moment où il y a le son du clap. Et vous allez les mettre au même TC, au même timecode, et votre rush va être synchro avec le son et l'image. De timecode, alors là j'en parle, mais je pense que c'est pas trop accessible parce qu'en général, les appareils entrée de gamme n'ont pas d'entrée ou de sortie timecode. Donc chaque appareil a un timecode, c'est exprimé en heures, minutes, secondes et images, donc c'est à l'image près. C'est comme une horloge en fait qui tourne, qui défile tout le temps. Et on peut, en fait, il existe des boîtiers pour synchroniser, pour générer un timecode, pour le mettre dans l'enregistreur son et dans les caméras. Et ensuite, moi, ce que j'appelle la forme d'onde, je ne sais pas si c'est vraiment un nom pour cette technique-là, mais en gros, c'est de vous enregistrez votre son sur votre enregistreur, vous prenez le son interne, le micro interne qui est dégueulasse de votre caméra, vous l'enregistrez quand même, et en fait, vous avez des logiciels. Alors avant, on utilisait un logiciel qui s'appelle Pluralize. Maintenant, je crois que sur Premiere, il y a un plug directement. Premiere intégré. le fait automatiquement, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. C'est en fait, Premiere écoute le son témoin de la caméra. Ouais. Et en fait, il compare la forme d'onde du son de la caméra et la forme d'onde du son de l'enregistreur. Et il le synchronise lui-même. C'est ça. Voilà, donc les trois techniques pour synchro du son à l'image. Les sons seuls. Donc les sons seuls, qu'est-ce que c'est? C'est les sons du coup qu'on va prendre seuls, c'est logique. Lorsque vous avez fini de tourner avec votre caméra, on va enregistrer plusieurs types de sons. Le premier, ça va être ce qu'on appelle le room tone, ou fond d'air en français. C'est un silence. Et donc on a parlé du room tone, et on a du coup les bruitages particuliers. Donc je dis bruitage particulier parce qu'il y a des choses qu'on va pouvoir prendre dans des banques de sons, qu'on trouve sur internet gratuitement ou même payantes, mais il y a des choses qu'on va pas pouvoir, où on sait que ça va être compliqué parce que c'est des choses tellement particulières, un son de porte vraiment spécial ou quoi. Donc pensez vraiment à les prendre sur le tournage, une fois que vos comédiens sont partis, que le plateau est vide, que vous avez vraiment un silence, vous placez le micro bien proche de la source et puis vous prenez vos sons seuls. Et enfin, au niveau des sons seuls, les dialogues. Pensez à refaire des dialogues, n'ayez pas peur d'en refaire. Si vous avez finissez une scène, vous avez un doute ou quoi, refaites vos dialogues, vous savez pas, en post-prod, ça peut vous sauver, vous sortir de pas mal de situations. Vous pouvez monter sur du hors-champ, sur du contre-champ, etc. Tout ce qui est, dès que vous n'avez pas les labiales, vous pouvez placer du dialogue que vous enregistrez en son seul. Et comme ça, vous pouvez vraiment placer votre perche comme vous voulez, vous concentrer sur le jeu des comédiens, etc. Voilà, donc le rôle de l'ingénieur du son sur un tournage, comme disait Ludoc tout à l'heure, c'est vraiment très important. Ce que vous devez toujours retenir, c'est d'avoir les voix les plus propres possibles. Ce qu'on va chercher sur un tournage, c'est d'isoler la voix de tout. Pour parler un peu de la technique, je vais finir avec ça. La perche, lorsqu'on perche, on va essayer toujours d'être au plus proche de la bouche, donc ce qu'on appelle bord cadre.
C'est-à-dire que lorsque vous avez votre cadre qui est posé, un plan fixe ou pas, vous demandez ou vous regardez votre cadre et vous essayez de vous placer juste au-dessus du cadre, quelques centimètres au-dessus. Alors le jeu, c'est de ne pas rentrer dans le champ, évidemment, mais c'est toujours d'être le plus proche possible du bord cadre. Percher par-dessus, on évite de percher par en dessous parce que au plafond, vous allez avoir vraiment la réverb de la pièce et toute la résonance, ça ne va pas du tout être joli. Donc on perche toujours par-dessus et la voix est beaucoup plus jolie par-dessus. Et on va avoir un plus joli timbre. Donc comme je disais tout à l'heure, le timbre, c'est l'ensemble des fréquences. Et on va essayer toujours du coup de rester au maximum en face de la bouche et de suivre les mouvements du comédien. Très important. Pour ce qui est des HF, on les utilise du coup dans les moments où c'est impossible, où il est impossible de percher. Pour fixer les HF, on utilise ce qu'on appelle du butyl. Alors j'en ai pas là. C'est une petite pâte transparente qu'on utilise beaucoup en déco, qui va être beaucoup mieux. Et enfin, en technique, j'irai la réverb d'une pièce. Donc on a des pièces qui résonnent beaucoup. Et lorsque vous faites un plan serré, vous pouvez un petit peu gérer ça au tournage. Après, il existe des plugs, on verra ça demain pour effacer un petit peu la réverb. Mais en gros, vous pouvez avec des couettes ou des oreillers ou des coussins, lorsque vous faites un plan serré, essayer de cacher, surtout au niveau des angles et du plafond. C'est là où vous allez avoir le plus de réverb. Vous pouvez matifier vraiment le son et enlever un petit peu cette résonance qui va nous gêner en post-prod. Et je vais finir en parlant très rapidement de l'enregistreur. Pensez à mettre un 48 volts sur les micros électrostatiques, donc c'est les micros canons dont je vous parlais tout à l'heure. Ils ont besoin d'une alimentation externe, qu'on appelle 48 volts ou alimentation fantôme, les micros dynamiques n'ont pas besoin d'avoir. Et pour vous donner un petit peu une idée, on essaie de moduler à moins 18 dB FS. Et on essaie de garder au moins une différence de 18 dB entre le bruit de fond et le signal enregistré. Alors ça, c'est vraiment juste des valeurs pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que c'est, mais essayez toujours d'écouter avec vos oreilles, c'est le plus important. C'est toujours écouter, 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 faites confiance à vos oreilles et faites-vous confiance. C'est juste des valeurs pour indicatives, quoi. Voilà, pour ce qui est du son. Ok. Ok, bah merci beaucoup. Merci beaucoup. D'avoir écouté. Ok.